Bonjour, je m'appelle Nadira Aira et je suis votre maître de cérémonie du Festival mondial d'action SDG de cette année. Je suis ravie de présenter l'un de nos dialogues spéciaux sur les tournants décisifs. Dans la foulée d'une année pleine de défis, d'une pandémie mondiale marquée par des turbulences économiques, politiques et sociales, nous avons vu des changements dramatiques dans la manière dont nous considérons la vie et les revenus, la consommation et la production. Des choses jugées trop ambitieuses ou même chères à envisager avant, maintenant semblent non seulement faisables, mais vraiment impératives. Ce qui veut dire que ce moment incroyablement difficile peut également être une opportunité potentiellement sans précédent de construire une société plus juste et plus durable. Alors, comment? Comment faire en sorte ensemble que ce soit un tournant décisif pour les hommes et pour la planète? Pour considérer cette question avec nous, nous avons un leader des droits humains et de la justice environnementale chez des organisations comme Greenpeace, Amnesty International et Africans Rising for Justice, Peace and Dignity. Il s'agit de l'activiste de longue date, mobilisateur et militant Kumi Naidoo. Merci Kumi d'être avec nous. Merci pour m'avoir invité. Alors commençons. Vous n'êtes pas étranger à la création de mouvements en réponse à des menaces complexes. Alors, en ce moment où nous examinons la possibilité de faire de 2021 un tournant décisif, y a-t-il quelque chose dans ce moment, basé sur votre expérience, qui rende ce moment unique et particulièrement crucial? Quelles sont les opportunités que vous voyez dans cette période de crise qui se réfère bien sûr à la pandémie, mais aussi par rapport à un appel généralisé en faveur de la justice raciale et l'urgence très réelle de la crise climatique? Eh bien, je pense que ce moment dans lequel nous nous trouvons maintenant a été décrit de différentes manières. Il a été appelé tempête parfaite, point d'ébullition, convergence des crises, mais ça c'était avant le Covid. Maintenant, le Covid a exposé les inégalités les plus profondes qui existent, les hypocrisies les plus profondes également qui existent. Et comme vous l'avez dit, à juste titre, beaucoup de ces investissements qui sont faits maintenant, soudainement, eh bien, on nous avait dit pendant des années que cet argent ne pouvait pas être disponible pour aider les pauvres. Mais maintenant, comme les riches ont été menacés, comme le Covid a menacé les riches et les pauvres, eh bien, il a fallu trouver de l'argent pour protéger les puissants. Mais nous devons dire clairement que les pauvres ont été soutenus pendant la pandémie, mais il faut dire aussi que les pauvres ont souffert non seulement d'une double, mais d'une triple tragédie dans ce qu'ils ont dû endurer. Mais ce moment offre également une vraie opportunité de changement. Si vous regardez 2018, 2019 et la crise financière mondiale, de cette époque-là, eh bien, la réponse de nos gouvernements et de nos entreprises a été protection du système, maintien du système et récupération du système. Mais ce qui était nécessaire à l'époque et ce qui est nécessaire maintenant, c'est l'innovation du système, une nouvelle conception du système et la transformation du système. Et je pense que je n'ai jamais un moment si important dans mon longue histoire d'activisme qui a été trop longue. Non, elle n'a pas été trop longue. Bon, en tout cas, plus de 4 décennies maintenant. Eh ben, je pense que je n'ai jamais vu un moment aussi plein de possibilités pour nous, pour aller au-delà d'un simple bricolage de l'injustice et des problèmes, au-delà de ces petits pas dans la bonne direction pour aller vraiment au cœur du besoin de concevoir une nouvelle société. Nous devons nous attaquer aux inégalités depuis la base, qu'il s'agisse de l'égalité des sexes, de la manière horrible dont l'histoire traite les communautés autochtones et ainsi de suite. Donc, dans l'ensemble, je pense que nous n'avons pas le choix. Nous devons faire de grands changements. Je dois dire en passant que l'une des personnes que j'aime le plus dans le monde, c'est Mary Robinson. Et Mary Robinson et moi-même, nous avons partagé et participé à un panel au début de la pandémie en avril de l'année dernière. Et elle disait que ce n'était pas possible de continuer à faire les choses comme avant, etc. Et je lui ai dit, Mary, j'aimerais que tu aies raison, mais si j'avais 100 livres à parier avec toi, je parierais que les forces de réaction, les forces de sous-développement, c'est des voies qui vont s'assurer en fait que nous revenions à la même situation d'avant. Donc j'ai envie de dire à tout le monde, tout simplement parce que les dirigeants politiques et les chefs d'entreprise prononcent les mots justes et appropriés en ce moment, l'histoire nous a montré que nous ne devons pas prendre ces propos au pied de la lettre. Nous ne devons pas les prendre pour argent comptant.
Merci. D'une part, c'est profondément encourageant que d'entendre quelqu'un comme vous qui, pendant 4 décennies, a eu cette expérience dans cet espace qui dit maintenant que c'est un moment sans précédent et que nous devons en profiter. Et je pense que vous avez raison. Historiquement, nous avons eu également d'autres moments où nous avons dit que rien ne nous ferait reculer et nous revoilà ici. Vous devez continuer à faire ce même travail une année après une autre. Alors, que doit-il se passer au niveau systémique et au niveau individuel? Quels sont les changements majeurs qui doivent se produire maintenant pour que vous n'ayez plus à continuer à faire cela dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, pour que nous puissions vraiment profiter de l'occasion de ce moment? Eh bien, tout d'abord, je pense que ce que nous voyons maintenant est une mobilisation sans précédent de personnes qui défendent les injustices transversales auxquelles nous sommes confrontés, l'injustice raciale, la crise climatique, l'aggravation des inégalités, l'effondrement de l'environnement et bien plus encore. Alors, lorsque nous regardons le paysage de la résistance face aux injustices, eh bien, nous voyons que c'est une image très riche et diversifiée, celle que nous avons, qui va de l'héroïsme incroyable du peuple du Myanmar contre la junte militaire jusqu'aux communautés les plus marginalisées du monde entier qui se lèvent. Alors, ce que nous devons faire en tant que leadership, c'est de reculer. Nous devons créer un environnement propice pour que de voix nouvelles et fraîches soient vraiment entendues et suivies. Nous devons envisager de nouvelles formes d'organisation parce que je suis très influencée par un leader appelé Amilcar Cabral, qui était l'un des leaders anticoloniaux en Afrique, et il le disait souvent, on ne peut pas mentir et dire qu'il y a des victoires qui soient faciles. En ce moment de l'histoire, nous n'avons pas le luxe d'être trop gentils les uns envers les autres. Nous devons être polis, nous devons être gentils, nous devons être compatissants, mais nous devons également être très honnêtes. Nous devons être brutalement honnêtes pour dire que la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant indique que cette décennie est la décennie la plus marquante, la plus importante de l'histoire de l'humanité. Ce que nous ferons au cours des 10 prochaines années déterminera notre avenir, si nous avons vraiment encore un avenir. Alors, étant donné tout cela, nous ne pouvons pas revenir à la situation normale. Nous devons prendre la sagesse d'Albert Einstein, par exemple, quand il a dit que la définition de la folie, c'est de faire la même chose une fois et une autre en espérant obtenir des résultats différents. À ce point d'inflexion, s'il y a quelque chose que nous devons faire, c'est nous demander que devons-nous faire différemment. Nous ne pouvons plus continuer à avoir la même dépendance par rapport à ces soi-disant voies du Nord global. Nous ne pouvons pas continuer à avoir ce type de dépendance vis-à-vis de ces grandes organisations qui se sont révélées très faibles en ce moment actuel de pandémie, d'injustice raciale et de crise économique. Donc nous devons penser à des mouvements plus décentralisés où les personnes directement touchées sont celles qui peuvent parler de leur propre voix. Et cette idée d'avoir des personnes privilégiées qui poursuivent cette lutte pour les personnes pauvres n'est qu'une vieille idée coloniale que nous devons repousser et nous devons leur donner leur voix. C'est-à-dire, c'est quelque chose que j'ai appris, que je tiens à dire. Les personnes pauvres, les personnes marginalisées, les personnes exclues, elles peuvent parler de la plus grande éloquence de ce qu'elles vivent. Aucun d'entre nous ne pouvons le faire, même si nous avons étudié, si nous avons fait des recherches, c'est eux qui doivent parler. Quand on leur donne la possibilité de parler, on voit combien leur voix a un impact beaucoup plus fort. Et surtout si nous permettons que leur voix soit entendue aux bons endroits. Oui, exactement. Ils sont capables de parler avec une puissance et une honnêteté incroyables. Et nous autres, ne pouvons pas parler de cette expérience de la même manière. Mais nous vous avons vu hier intervenir dans un panel où vous avez parlé du pouvoir des personnes. Et voilà, naturellement, nous parlons de tout ce dont les gens n'ont pas, mais vous proposez de nous concentrer sur le pouvoir que nous avons en tant que personne. Alors, lorsque vous parlez aux leaders, ça c'est un type d'orientation très particulière, mais lorsque vous parlez aux personnes réelles, les personnes que nous essayons de renforcer vraiment
comment pouvons-nous exploiter ce pouvoir qu'elles ont? Comment pouvons-nous faire ça en pratique? Comment pouvons-nous leur permettre de faire ce genre de changement dont nous parlons pour que la situation avance pour nous en tant que collectif et en tant que race humaine? Eh bien, je pense que nous le voyons. Euh, Par exemple, les jeunes de Friday for the Future et d'autres, eh bien, ils n'ont pas attendu personne pour lever leur voix et ceci m'inspire beaucoup. Et c'est leur courage qui m'inspire beaucoup. Bien sûr, sans ce courage, ces personnes eh bien, ne pourraient pas agir de cette manière. Et quand je parle de leur courage, je ne veux pas dire le courage de se lever devant les forces de sécurité, mais ce qui m'inspire, c'est que ces jeunes ne sont pas contaminés par les expériences horribles que nous avons vécues dans ma génération. Cette contamination de notre expérience signifie que nous ne pouvons pas imaginer un monde plus équitable, alors que les jeunes, ils peuvent faire ça d'une manière très puissante et ça m'inspire beaucoup. Et puis, un autre groupe de personnes qui m'inspire beaucoup, c'est les peuples autochtones. Les peuples autochtones du monde entier ont souffert la plus grande injustice, la plus grande brutalité, mais ils ont une dignité, un courage, une persévérance et voilà, ils ont cette voie de la sagesse. Si nous pensons que nous pourrons résoudre les problèmes actuels sans tirer des leçons de cette sagesse ancienne, eh bien, nous ferons une très grande erreur. Nous devons suivre la sagesse des communautés autochtones. Si nous l'avions fait, nous ne serions pas maintenant dans cette crise profonde dans laquelle nous nous trouvons. Et puis, un autre groupe qui m'inspire beaucoup, c'est le mouvement progressiste des femmes. Elles ont dû faire face à Trump à la Maison-Blanche, à Bolsonaro au Brésil et à toute une série de dirigeants sexistes qui n'ont pas de honte à projeter cela parce que c'est ainsi qu'ils nourrissent en quelque sorte leurs électeurs aussi. Donc je pense que oui, nous voyons des mouvements émerger, mais je pense qu'une partie de notre défi, c'est de bien sûr ne pas refaire les erreurs du passé, mais après euh, nous avons besoin de leaders pour les mouvements. Nous ne devons pas construire des mouvements autour de quelques individus seulement. Non, nous avons besoin d'un mouvement décentralisé pour que si les gouvernements sont répressifs contre nous, qu'ils ne puissent pas nous écraser rapidement. Et nous devons également reconnaître que le plus grand défi auquel nous sommes confrontés, ce ne sont pas les actions répressives de l'État, ni l'utilisation de l'armée, de la police et des lois officielles. Bien sûr, tout ceci est très puissant et nous font parfois très mal. Mais en réalité, la forme de contrôle la plus puissante est le contrôle exercé par l'appareil idéologique de l'État, l'éducation, la religion, les normes, les coutumes sociales et particulièrement la communication, les médias. Ça, c'est la plus grande menace pour nous, à vrai dire, parce que nous ne pouvons pas démanteler suffisamment tous les mensonges, la désinformation. Cependant, si nous appliquons de manière créative euh, nos idées pour comprendre ces mouvements, je dirais que nous parlons de plus en plus de l'artivisme, qui consiste à unir la culture et l'activisme. Parce que je dois faire mon mea culpa tout d'abord. Il y a beaucoup de mots qui sont sortis de ma bouche, ou beaucoup de propos que j'ai écrits, beaucoup de choses que j'ai écrites. Mais beaucoup de personnes pour lesquelles je les disais, eh bien, ne pouvaient pas les comprendre. Donc, nous devons nous assurer que nous parlons dans le langage des personnes. Nous devons marcher comme marchent les personnes pour lesquelles nous œuvrons. Nous ne devons pas de penser de manière élitiste pour traiter les élites de l'autre côté. Bien sûr, ces erreurs que nous avons faites, eh ben, nous avons faites de bonne foi. Bien sûr, c'était involontaire, mais il est important de dire que si nous continuons à faire les choses de la même manière dans 10 ans, eh bien, nous n'allons pas nous trouver dans un endroit vraiment très différent. Bien sûr, et la conversation est différente aussi. Exactement. Donc, je pense que le changement doit venir également de la part des personnes qui ont été présentes dans les institutions qui finalement n'ont pas apporté les résultats attendus. Donc, ces personnes ont eu beaucoup de temps et maintenant, ces personnes doivent avoir le courage de créer des espaces pour de nouveaux mouvements décentralisés, plus concentrés sur les personnes portées par le sud, non pas tellement par le nord. Et voilà, même les
mouvements progressistes qui sont très orientés sur le Nord, eh ben, nous devons revisiter tout cela si nous voulons vraiment nous engager pour une équité mondiale où nous soyons capables de partager tous les ressources, nos réflexions et tout ce que nous avons dans notre planète. Oui, j'aime beaucoup écouter que quand vous dites que nous devons diffuser tous ces mouvements et nous devons également nous assurer que nous élargissons l'empreinte de ces mouvements. C'est fantastique et c'est ce que nous essayons de faire dans ce festival et c'est ce que vous faites tous les jours. Mais voilà, je tiens à vous remercier. C'était incroyable et merveilleux de vous parler, d'être avec vous, de vous avoir parmi nous dans le festival et nous espérons vous revoir souvent à l'avenir. Et donc merci, c'était vraiment très agréable. Et ben merci à vous et merci à tous les participants de ce festival et merci pour tout ce que vous faites.